Patrick Stefanini, bonjour. Bonjour. Vous dirigez la campagne de Valérie Pécresse, vous avez dirigé celle de Jacques Chirac, vous étiez auprès de Jacques Chirac, c'était en 95, en 2002, vous avez été auprès de François Fillon pour la primaire de 2016, vous étiez auprès de Valérie Pécresse pour les régionales 2015 et 2021. 2015. Ou 2015, oui, pas 2021. Vous n'avez jamais réussi à vous faire élire d'ailleurs au passage. Hein. Ah bah si, justement. Si, d'abord j'ai été élu au conseil régional en 98. Et je veux dire député ou... Et je me suis fait élire au scrutin uninominal au mois de juin, conseiller départemental dans les Yvelines. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas dirigé la campagne de Pécresse aux dernières régionales. Jamais député. Bien, vous avez quitté François Fillon quand il a été mis en examen, je me souviens, Patrick Stefanini. Valérie Pécresse a quitté LR, c'était en juin 2019, et fondé son parti Libre. Alors pourquoi a-t-elle quitté LR ? Je n'ai pas changé, mais mon parti a changé, disait-elle. Trop à droite. C'est ce qu'elle disait. Oui. Valérie Pécresse, elle a... D'abord, je souligne qu'elle a quitté les Républicains après que Laurent Wauquiez a lui-même quitté la présidence des Républicains. Donc on ne peut pas situer la démarche de Valérie Pécresse dans une forme d'antagonisme personnel avec Laurent Wauquiez. Non, je crois que Valérie Pécresse, c'est une femme libre. Elle ne se sentait plus à l'aise au sein des Républicains. Et au fond, elle avait le sentiment que les jeux étaient faits. Et que... c'est-à-dire les jeux ? Que les jeux étaient faits. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez avait démissionné de la présidence des Républicains. Pour être candidat à la présidence de la République. Non. Il avait démissionné de la présidence des Républicains parce que les Républicains avaient fait un mauvais score aux élections européennes. Et alors que Valérie Pécresse aurait pu être candidate à l'époque à la présidence des Républicains, on lui a expliqué que les jeux étaient faits et que c'était pour Christian Jacob. Donc elle a considéré qu'à partir de ce moment-là, elle allait tracer sa route. Elle a donc créé son mouvement, qu'elle a choisi symboliquement d'appeler Libre. Voilà. Bon, mais ensuite... Tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est du passé. On est bien d'accord. Elle est revenue aux Républicains. Elle a su mieux que d'autres gérer son retour au sein des Républicains, ne serait-ce que parce qu'au sein du Conseil régional qu'elle préside depuis plus de 6 ans maintenant, elle s'appuie évidemment sur une majorité qui est elle-même largement articulée autour des Républicains. Bien, Patrick Stefanini, premier grand meeting, dimanche je crois, le 11, hein, c'est bien ça, samedi prochain, de Valérie Pécresse avec toute l'équipe réunie autour d'elle. Avec la crise sanitaire, ce sera un meeting différent. Ce ne sera pas le meeting de Zemmour ou celui de Mélenchon. Ça ne sera pas un meeting au sens d'une grande réunion publique, ce n'est pas l'objectif. Nous allons réunir l'ensemble des cadres du mouvement, les présidents de fédération, les secrétaires départementaux, etc., les parlementaires, nos référents aussi, ceux qui ont accompagné Valérie Pécresse depuis 4 mois et qui ont permis sa victoire. Et nous allons organiser désormais cette nouvelle phase de notre campagne. Est-il vrai qu'Éric Zemmour vous avait proposé d'être son directeur de campagne ? C'est vrai. C'était quand ? C'était à la fin de l'année dernière ou au tout début de cette année. Ça veut dire qu'il y a 1 an, il était déjà candidat à la présidence de la République. Je n'ai aucun doute. Vous n'avez aucun doute. Oui. Donc ça veut dire que pendant 1 an, il nous a baladés, entre guillemets. Bien sûr. Il nous a baladés. Pourquoi ? Pour vendre son livre et puis aussi pour préparer l'opinion. Sans doute. Sans doute. Là, vous êtes... Et pourquoi est-ce que vous avez dit non ? J'ai dit non pour plusieurs raisons. Vous avez mis du temps à répondre, hein, quand même. Oui, d'abord, j'étais moi-même, je vous l'ai dit, candidat aux élections départementales, donc j'avais d'autres chats à fouetter. Et je lui ai dit non pour plusieurs raisons. La première, mes convictions européennes, celles que j'exprime dans mon livre sur l'immigration, on va en parler, sont aux antipodes des siennes. Et d'ailleurs, quelles sont les siennes, d'ailleurs ? Je les connais. Il ignore l'Europe, il n'en parle jamais. D'ailleurs, dans sa lettre ouverte, c'était samedi, il a fait une lettre aux adhérents des Républicains, c'était en fait une lettre à Éric Ciotti. Médiocre cette lettre, dites-vous. D'une grande médiocrité. Il n'y a pas un mot sur l'Europe. Le mot Europe n'est pas prononcé.
Moi, j'ai de vraies convictions européennes, comme Valérie Pécresse. Je ne crois pas que l'Europe fonctionne de manière parfaite. Sur les sujets que je connais bien, qui sont les sujets d'immigration, il y a des choses qui ont commencé à se faire en Europe, on en parlera sans doute. Oui, on va en parler. Mais l'Europe a d'immenses progrès à faire dans ce domaine, mais elle existe. Nos grands-parents, nos parents, Jean-Jacques Bourdin, ils ont choisi de construire un espace politique qui s'appelle l'Union européenne, autour d'un certain nombre de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a par exemple la libre circulation au sein de l'Union européenne. Bon, ça, Éric Zemmour l'ignore complètement. Donc mes convictions européennes étaient aux antipodes de celles d'Éric Zemmour. Comme tout auteur, Jean-Jacques Bourdin, quand j'ai entendu Éric Zemmour dire du bien de mon livre, ça m'a fait plaisir, ça m'a flatté. Mais je ne suis pas dupe. Sur le fond, nous sommes en désaccord. Les solutions que propose Éric Zemmour, qu'il s'agisse du droit du sang, par exemple, oui. Ces solutions, ce ne sont pas celles que je prône dans mon livre. Donc je vous invite à lire mon livre avec attention et vous verrez ce qui différencie... L'immigration, c'est réalité qu'on nous cache. Et vous verrez ce qui différencie une droite qui est ferme sur les sujets régaliens, mais qui s'appuie sur une longue expérience de gouvernement et sur une connaissance du monde tel qu'il fonctionne et non pas tel que nous voudrions qu'il fonctionne. J'insiste là-dessus. Vous verrez que nos propositions n'ont rien à voir avec celles d'Éric Zemmour. Bien, vous n'avez pas regardé le meeting d'Éric Zemmour hier, je sais. Non, parce que j'étais en réunion avec Valérie, donc je n'ai vu que les scènes de violence. Voilà ce qu'il a dit, entre autres, à propos de Jacques Chirac. Vous avez côtoyé longtemps Jacques Chirac. Valérie Pécresse promettra tout, mais ne tiendra à rien. Elle agira comme Jacques Chirac. Voilà ce qu'a dit hier Éric Zemmour. C'est un marchand de peur. Oui, largement, ça n'est pas que cela. Parce qu'il y a des éléments du diagnostic d'Éric Zemmour que nous pouvons partager, ou plus exactement, il s'est emparé de constats que nous avons faits depuis de nombreuses années. Mais pour le reste, encore une fois, ces solutions ne sont pas les nôtres. Et surtout, ces solutions ne pourront pas être mises en pratique. Donc quand il nous dit que, à l'image de Jacques Chirac, nous ne tiendrons pas nos promesses, d'abord c'est une double erreur, parce que Jacques Chirac a tenu un certain nombre des promesses sur lesquelles il s'était fait élire. Simplement, la vraie vie, c'est compliqué. La vraie vie politique, vous rencontrez des obstacles quand vous cherchez à mettre en œuvre les éléments de votre programme. Mais il y a beaucoup de choses que Jacques Chirac avait annoncées et qu'il a faites. Et puis par ailleurs, Éric Zemmour vit dans un monde, et l'exemple que vous avez pris, qui est l'exemple de l'Europe, est de ce point de vue-là excellent. Nous ne sommes pas tout seuls dans le monde. Nous appartenons. Prenons par exemple la question de l'immigration et la question du contrôle des frontières extérieures. Comment voulez-vous que les pays de l'Union européenne contrôlent leurs frontières extérieures sans s'entraider, sans coopérer entre eux? Donc la coopération entre les pays membres de l'Union européenne, elle est indispensable pour mener une politique d'immigration ferme, parce que la première mesure, Jean-Jacques Bourdin, à prendre pour mener une politique d'immigration digne de ce nom, c'est même pas on va revenir sur le programme de Valérie Pécresse, c'est même pas les quotas, c'est même pas la réforme de l'asile, c'est que l'Union européenne, qui a défini des règles précises en matière de franchissement des frontières, que l'Union européenne commence par les faire respecter. Si nous ne protégeons pas notre frontière extérieure, eh bien, nous ne serons jamais une grande puissance, nous ne compterons pas dans le monde, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'une union politique comme l'est l'Union européenne est parfaitement légitime à faire respecter ses frontières extérieures. C'est à nos frontières extérieures que se joue très largement la lutte contre le terrorisme. On a vu que plusieurs des responsables importants des attentats du Bataclan, eh bien, ils s'étaient introduits en Europe en août 2015 ou en septembre 2015, au moment où la frontière craquait entre la Grèce et la Turquie. Donc voilà, il ne faut jamais oublier ça. Et la lutte contre l'immigration clandestine, par définition, ça se joue d'abord à la frontière. Bien, Patrick Stéphanie, on va revenir sur l'immigration, mais le message envoyé par Valérie Pécresse n'est pas le bon. C'est la mise en garde d'Éric Ciotti, 24 heures après l'élection. Mes idées doivent être représentées avec force, dit Éric Ciotti, qui lance son mouvement. Alors, Valérie Pécresse va-t-elle changer son message pour l'adapter à la ligne d'Éric Ciotti? Bon, d'abord, moi, je connais Éric Ciotti depuis très longtemps.
C'est un homme politique expérimenté, c'est un expert des questions régaliennes, des sujets dont nous parlions à l'instant, sécurité et immigration. Il a ferraillé à l'Assemblée nationale comme personne depuis 10 ans, avec beaucoup de succès. Il a multiplié les propositions de loi. Il a été rapporteur de nombreuses commissions d'enquête. Il connaît par cœur ces sujets. Il est légitime à exprimer sur ces sujets des positions fortes. Alors simplement, bon, d'abord, Valérie Pécresse va déjeuner aujourd'hui en tête-à-tête avec Éric Ciotti. Oui. Et pour ma part, je n'ai pas de doute qu'à l'issue de ce déjeuner, il y a un certain nombre de choses qui ont été clarifiées. Sur les questions régaliennes, Valérie Pécresse, contrairement à l'image que certains cherchent à donner d'elle, Valérie Pécresse, elle est extraordinairement ferme. Elle a mis sur la table 2 projets de loi constitutionnelle, un sur l'immigration, un autre sur la sécurité intérieure et sur la lutte contre l'islamisme. J'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à lire ces projets et vous verrez qu'en matière de fermeté, il y a peu de candidats qui auraient des leçons à donner à Valérie Pécresse. Et je suis persuadé que sur des sujets qui tiennent à cœur à Éric Ciotti, par exemple, l'attitude qu'on doit avoir à l'égard de la centaine de terroristes qui ont été condamnés en France et qui vont sortir de prison dans les années qui viennent. Bon, eh bien, il faut trouver le moyen de s'assurer qu'à leur sortie de prison, ces gens-là ne se retrouvent pas en totale liberté, comme des poissons dans l'eau, sans faire l'objet de mesures de surveillance particulières. Je crois que Éric Ciotti a été maladroit en utilisant la formule d'un Guantanamo à la française. J'allais y venir. Je suis même persuadé c'est l'analyse d'un expert. Proposer un Guantanamo à la française. Je suis même persuadé que cette formule, qui est une formule éminemment journalistique, elle a échappé à Éric Ciotti. Bon. Je pense qu'elle a échappé à Éric Ciotti. Et dans le projet de loi constitutionnelle de Valérie Pécresse, il y a une solution sur cette question des mesures de sûreté à l'encontre des terroristes. Et je suis convaincu qu'Éric Ciotti saura la faire sienne. Bon, eh ben, Patrick Stefanini, mais l'expert je vais dire le droit du sang à la place du droit du sol. Oui, ben là-dessus, nous avons en effet un désaccord. Deuxième désaccord. Oui, ben écoutez. Et j'en ai d'autres. Attendez, on va être clair. J'en ai d'autres, Patrick Stefanini. Voulez-vous que je vous fasse la liste? Non, attendez, je vais vous la faire. Alors, allons-y. Quittez l'OTAN. Éternelle discussion. Non, pas éternelle discussion, c'est la proposition d'Éric Ciotti. Préférence nationale pour les emplois. Bon, oui ou non? Écoutez, Éric... Non, mais je vous pose la question. Vous voulez que je vous dise? J'ai une liste, Jean-Jacques mais Bourdin... elle est longue comme le bras, ma liste de différence. On va faire de la politique. Entre Ciotti et Pécresse. Je ne suis pas venu ici tenir avec vous une réunion technique sur le programme. Mais ce n'est pas une réunion technique. C'est pour que les Français comprennent la différence entre les deux. On va faire de la politique. Oui, allez-y, faites de la politique politicienne alors. Non, pas politicienne. Éric Ciotti, il a été candidat à une primaire, à un congrès. Oui. Bien. Il a formulé un certain nombre de propositions. Peut-être que certaines de ces propositions lui ont permis de se démarquer par rapport à d'autres candidats, de se qualifier pour la finale, d'arriver même en tête du premier tour. Mais il n'a pas été élu au second tour. C'est vrai. La ligne politique qui a été ratifiée lors de notre congrès... Ce sera celle de Valérie Pécresse? C'est la ligne de Valérie Pécresse. Sera celle de Valérie Pécresse? C'est la ligne de Valérie Pécresse qui a été retenue. Et les 2 sujets que nous avons évoqués, le sujet de Guantanamo, c'est quoi? Est-ce qu'on a le droit? C'est ça Guantanamo. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est conforme à nos valeurs? Est-ce que c'est conforme à la vision que nous avons de la civilisation européenne qui est chère à Éric Ciotti? Est-ce qu'on a le droit de maintenir des personnes étrangères en détention de façon illimitée et sans jugement? Eh bien, ça n'est pas la vision que nous avons de la civilisation européenne. Voilà. Alors, j'ai une autre différence. On va pas en faire un plat. Attendez. Entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, Éric Ciotti choisit Éric Zemmour. Est-ce que Valérie Pécresse choisit Éric Zemmour? Mais Valérie Pécresse ne se place pas dans cette position-là. Mais non, monsieur. Il faut qu'elle soit claire. Oui, mais monsieur Bourdin, nous sommes clairs. Nous voulons être au second tour et nous allons mobiliser l'essentiel de nos énergies là, dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent pour être au second tour. Et c'est pas gagné, Jean-Jacques Bourdin. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, on est à 10%. Ça vous a pas échappé? Non. Bon, moi, ça m'a pas échappé. C'est pas gagné, pourquoi? C'est pas gagné parce que, d'une part,
Mais ça date pas d'hier, ça Oui. date pas des premières armes de Valérie Pécresse dans cette campagne interne. Ça date de nombreuses années, et je l'avais dit, j'en avais fait le diagnostic, mais j'étais pas le seul, et puis il fallait pas beaucoup de mérite. Dans mon livre Déflagration, que peut-être vous avez pas lu non plus. Oui. Non, j'ai pas lu, non. Bon, il y a deux choses qu'il va falloir absolument reconquérir dans les semaines et les mois qui viennent. Premièrement, l'électorat populaire. L'électorat populaire, celui qui a permis au général de Gaulle, à Jacques Chirac et à Nicolas Sarkozy de l'emporter à chacune des élections présidentielles qu'ils ont gagnées. Cet électorat populaire, aujourd'hui, il nous a quittés. Oui. Et un des grands défis qui attend Valérie Pécresse, mais moi je crois qu'elle est à même de le relever, sinon je ne serais pas devant votre micro, un des grands défis qui nous attend, c'est d'aller à la reconquête de cet électorat populaire. Et puis vous savez, j'ai fait la campagne de François Fillon jusqu'au Trocadéro. J'ai vu à quel point la jeunesse... La grande différence d'Éric Ciotti, qui lui est resté au Trocadéro. Non, mais moi, j'étais présent au Trocadéro oui, comme mais organisateur. Après, mais bien sûr, j'avais démissionné. Oui. Et ma démission a pris effet le soir du Trocadéro, et je l'assume. Bon, mais c'est pas le sujet ce matin. Oui, non. J'ai été frappé dans cette campagne de 2016-2017 de voir à quel point la jeunesse nous avait quittés. Eh bien, aujourd'hui, le constat que j'ai fait, modestement, à ma place, pendant cette campagne interne des Républicains, c'est que nous avions à nouveau des jeunes militants. Et Valérie Pécresse n'en avait pas le monopole. Il y avait des jeunes militants autour de chacun des candidats à la primaire. Nous allons devoir transformer ce potentiel militant en s'adressant à la jeunesse de France. Et je crois que Valérie Pécresse, elle a les moyens de parler à la jeunesse de France. D'abord parce que dans son programme, elle a des choses qui sont fortes en direction de la jeunesse. Et ensuite parce que de tous les candidats, elle est celle qui parle le plus d'un sujet qui interpelle aujourd'hui en profondeur la jeunesse de notre pays, qui est l'écologie et les sujets environnementaux. Je termine sur Éric Ciotti, avec deux images. La première, nous ne sommes pas aux États-Unis. Il n'y a pas de système de tickets. Vous voyez, il n'y a pas un président et un vice-président. C'est pas le système français. De même que donc il reste à sa place. De même que c'est pas l'esprit des institutions de la Ve République que de voir le président de la République ou le candidat à la présidentielle désigner à l'avance son Premier ministre. Et de ce point de vue-là, la formule d'Éric Ciotti disant « je prendrai Laurent Wauquiez comme Premier ministre », elle était habile, mais elle n'était pas complètement conforme à l'esprit des institutions de la Ve. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr que les ambitions de Laurent Wauquiez se limitent à être le Premier ministre d'Éric Ciotti. Bon, il faut que les choses soient bien claires. Et la deuxième image, parce que Éric Ciotti s'est exprimé ce matin dans un tweet. Oui. Et il a appelé à faire une campagne commune. Mais naturellement, je vais prendre un exemple. Il y avait 5 candidats à la primaire. Eh bien, c'est les 5 doigts d'une même main. Et un de nos enjeux, un enjeu organisationnel, notamment pour moi en tant que directeur de campagne, ça va être de faire en sorte que les 4 candidats malheureux à la primaire puissent s'articuler autour de Valérie Pécresse pour qu'on fasse ensemble une belle campagne, une campagne d'équipe. C'est pas souvent arrivé, Jean-Jacques Bourdin, dans l'histoire de la droite française, la campagne d'équipe. Simplement, je rappelle, je poursuis ma métaphore sur la main. Dans les 5 doigts d'une main, il y a un doigt qui s'appelle le majeur. Bien, le majeur. Patrick, le majeur utilisé par d'autres. Patrick Stefanini, sur l'immigration, pourquoi est-ce que, et je l'ai notamment remarqué lors des débats LR, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle d'immigration, on ne parle d'immigration que sous l'angle identitaire dans ce pays, la France, alors que l'immigration travail est essentielle pour notre économie? D'abord parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que en France, par rapport à d'autres pays du monde, et notamment à d'autres pays européens, l'immigration de travail est faible en pourcentage. Oui, elle est faible. Elle est faible en pourcentage. Ce qui est dommage, vous le regrettez? Avec Nicolas Sarkozy en 2007-2008, nous avions essayé de l'encourager. Nous avons d'ailleurs levé un certain nombre d'obstacles. Il faut l'encourager aujourd'hui? Il faut, pour un certain nombre de métiers qualifiés, on peut l'encourager. Et d'ailleurs, ce que nous avions fait en 2007-2008, c'est-à-dire la liste des métiers pour lesquels il est possible, sans autorisation particulière, de venir travailler en France, elle existe toujours. Oui, elle existe. Le gouvernement actuel a mis plus de 10 ans à l'actualiser, mais enfin, ça a été fait, et c'est une bonne chose. Simplement, les choses ont changé, Jean-Jacques Bourdin. Aujourd'hui, je suis parfaitement conscient que beaucoup de chefs d'entreprise souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre. Ils ne trouvent pas, que ce soit pour des métiers qualifiés ou pour des métiers non qualifiés,
Ils ne trouvent pas la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Et en même temps, on a un paradoxe absolu. On a plus de 150 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans formation, sans diplôme et qui évidemment ne trouvent pas d'emploi. Et puis, on a aussi des chômeurs et notamment des chômeurs à la fois parmi les jeunes et parmi les seniors. Donc, on a un immense effort à faire, Jean-Jacques Bourdin, dans notre pays pour transformer en profondeur notre système de formation professionnelle. Et la première priorité, avant d'aller chercher de nouveaux immigrés pour pourvoir aux besoins de l'économie française, il faut d'abord se poser la question de savoir si on ne peut pas proposer à nos chômeurs, parmi lesquels, je le signale au passage, se trouve un certain nombre de fils ou de petits-fils d'immigrés de la première génération. Notre premier problème, c'est de proposer à ces chômeurs, et ils restent quand même très nombreux, je rappelle que le taux de chômage en France est largement supérieur à ce qu'il est dans les autres pays de la zone euro, eh bien, notre priorité, c'est de proposer à ces chômeurs une formation qui va les conduire vers ces emplois qu'on appelle les emplois en tension. Et l'autre problème, Jean-Jacques Bourdin, dont on ne parle jamais à propos de l'immigration, et dont je voudrais dire un mot, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Qu'on a négligé. Nous avons besoin en France de faire plus d'efforts en matière d'intégration. Parce que paradoxalement, les socialistes nous ont laissé une situation invraisemblable, c'est-à-dire qu'en matière d'intégration, les socialistes, ils étaient adeptes du laisser-faire, laisser-passer, c'est-à-dire on s'en occupe pas. Eh bien, un pays comme l'Allemagne, quand il a été confronté à une grande vague migratoire, il a fait des efforts massifs d'intégration. Attention, les efforts, il faut que ce soit d'abord les étrangers qui les fassent, mais il faut que la société les accompagne. Merci Patrick Stefanini d'être venu nous voir ce matin. Il est 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.